Le jour où Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, en juillet 1990, l'air était chargé d'une énergie particulière. L'Afrique australe, encore marquée par les cicatrices de l'apartheid et des luttes pour l'indépendance, vibrait d'espoir et de tension. Mandela, récemment libéré après 27 années d'emprisonnement, était déjà une icône mondiale, un symbole de résistance et de réconciliation. À ses côtés, discrète mais puissante, se tenait Graça Machel, une femme dont le parcours était tout aussi remarquable, bien que moins célébré à l'époque. Ce jour-là, alors que leurs regards se croisèrent lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation à Maputo, une connexion subtile, presque imperceptible, s'établit. Ce n'était pas une rencontre marquée par des éclats romantiques, mais par une reconnaissance mutuelle, un respect profond entre deux âmes forgées par le sacrifice, la perte et un engagement indéfectible pour la justice. Graça Machel, née Simbine en 1945 dans le Mozambique rural, n'était pas une simple observatrice de l'histoire. Elle était une actrice majeure, une femme qui avait transformé l'éducation dans son pays, lutté pour l'indépendance et porté le deuil de son premier mari, Samora Machel, président du Mozambique, tragiquement disparu dans un accident d'avion en 1986. Mandela, de son côté, incarnait l'espoir d'une Afrique du Sud libérée de l'apartheid, mais il portait aussi le poids de décennies de lutte, de prison, et d'une vie personnelle marquée par des sacrifices familiaux. Leur rencontre n'était pas le début d'une romance de conte de fées, mais le prélude à une relation complexe, bâtie sur le respect, la compréhension et une vision partagée pour un avenir meilleur. À travers leurs triomphes et leurs luttes, nous découvrons une vérité universelle. La grandeur n'est pas l'absence de défauts, mais la capacité à persévérer à travers eux. Graça Simbine naît le 17 octobre 1945 dans le village de Nkadine, dans la province de Gaza, au Mozambique, alors colonie portugaise. Sa naissance est marquée par la tragédie. Son père, un fermier méthodiste et prédicateur, meurt 17 jours avant qu'elle ne voie le jour. Sixième enfant d'une fratrie, Graça grandit dans un environnement où la pauvreté et les restrictions coloniales définissent le quotidien. Les écoles sont rares, et l'accès à l'éducation pour les filles noires est presque inexistant. Pourtant, dès son plus jeune âge, Graça montre une détermination farouche. Sa mère, une femme pieuse et résiliente, insiste pour que ses enfants reçoivent une éducation, voyant en elle le seul chemin vers l'émancipation. À l'âge de 6 ans, Graça est envoyée dans une mission méthodiste, où elle excelle malgré les barrières imposées par le système colonial. Les missionnaires, impressionnés par son intelligence, lui offrent une bourse pour étudier à Lisbonne, au Portugal. À 18 ans, elle traverse l'océan, laissant derrière elle son village et sa famille. Lisbonne est un choc culturel. Dans une ville où les Noirs sont rares et où le colonialisme portugais est célébré, Graça découvre à la fois l'arrogance du pouvoir et les idées de résistance. Elle se plonge dans l'étude des langues au portugais, français, espagnol, italien et même allemand, tout en rejoignant des cercles d'étudiants africains radicaux. Ces années à l'étranger forgent son identité politique. Elle lit Fanon, Nkrumah et Cabral, et comprend que la libération de son pays ne viendra pas des réformes, mais d'une révolution. De retour au Mozambique en 1973, Graça s'engage dans le Frelimo, Front de libération du Mozambique, le mouvement qui lutte contre la domination portugaise. En tant qu'institutrice, elle forme les jeunes esprits tout en participant secrètement à la résistance. Lorsque le Mozambique obtient son indépendance en 1975, elle est nommée ministre de l'Éducation et de la Culture à seulement 30 ans, devenant la première femme africaine à occuper un tel poste dans un pays nouvellement indépendant. Son mandat est révolutionnaire. À une époque où moins de la moitié des enfants mozambicains sont scolarisés, elle lance des campagnes d'alphabétisation massive, construit des écoles dans les zones rurales et fait progresser l'éducation des filles. En quelques années, le taux de scolarisation passe de 40% à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Ces chiffres, bien que modestes par rapport aux standards modernes, représentent une transformation radicale pour un pays ravagé par des siècles de colonialisme. C'est également à cette époque que Graça épouse Samora Machel, le charismatique leader du Frelimo et premier président du Mozambique. Leur mariage est autant une union d'amour qu'un partenariat idéologique. Ensemble, ils rêvent d'un Mozambique socialiste, égalitaire, où l'éducation et la santé deviennent des droits inaliénables. Mais la tragédie frappe en 1986. Samora meurt dans un accident d'avion près de la frontière sud-africaine, un événement entouré de soupçons de sabotage par le régime de l'apartheid. À 41 ans, Graça se retrouve veuve, mère de 2 jeunes enfants, et confrontée à un choix, se retirer dans le chagrin ou continuer à se battre.
Elle choisit la seconde option, devenant une voix mondiale pour les enfants et les réfugiés, et rédigeant un rapport révolutionnaire pour les Nations Unies en 1996 sur l'impact des conflits armés sur les enfants. Ce document, qui attire l'attention mondiale sur les victimes oubliées des guerres, lui vaut des distinctions internationales, dont la médaille Nansen de l'ONU et le titre de Dame commandée of the Order of the British Empire. Nelson Rolihlahla Mandela, né en 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud, est déjà une légende vivante lorsqu'il rencontre Graça en 1990. Son parcours est bien connu, jeune avocat, militant de l'ANC, Congrès national africain, emprisonné pendant 27 ans pour sa lutte contre l'apartheid, il devient en 1994 le premier président noir d'Afrique du Sud. Mais derrière l'icône se trouve un homme complexe, marqué par des décennies de sacrifices personnels. Ses années en prison, d'abord sur Robben Island, puis à Pollsmoor et Victor Verster, ont forgé sa discipline et sa résilience, mais elles ont aussi laissé des cicatrices profondes. Physiquement, il souffre de problèmes pulmonaires causés par les conditions brutales de la carrière de Shaw où il a travaillé. Émotionnellement, il porte le poids de la séparation d'avec sa famille, de la mort de camarades, et des choix difficiles qu'il a dû faire en tant que leader. Lorsqu'il est libéré en février 1990, Mandela est accueilli comme un héros mondial. À 71 ans, il incarne l'espoir d'une nation fracturée. Son mandat présidentiel, de 1994 à 1999, est marqué par des efforts de réconciliation nationale, symbolisés par la commission Vérité et Réconciliation. Mais Mandela est aussi un homme qui doute. Il se demande s'il a fait assez pour unir son pays, s'il a été un bon père pour ses enfants, s'il a honoré les sacrifices de ceux qui sont morts pour la liberté. Ces questionnements, rarement exprimés publiquement, révèlent un homme conscient de sa propre humanité. En 1990, lorsqu'il se rend au Mozambique, Mandela est à un tournant de sa vie. Il est divorcé de Winnie Madikizela Mandela, une figure controversée dont la relation avec lui a été mise à rude épreuve par les années de séparation et les tensions politiques. Il est admiré, mais seul, un homme dont la vie publique éclipse souvent les besoins personnels. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Graça Machel, une femme qui, comme lui, a connu le prix du leadership et de la perte. La première rencontre entre Mandela et Graça, lors de la conférence de Maputo, n'a rien d'un coup de foudre. Elle est formelle, presque protocolaire. Ils discutent des droits des enfants, de l'éducation, et des défis de l'Afrique australe postcoloniale. Mais sous la surface, il y a une reconnaissance mutuelle. Tous deux ont vécu des vies marquées par la lutte, l'exil et la perte de proches. Mandela voit en Graça une femme d'une intelligence redoutable, une leader qui n'a pas besoin de son ombre pour briller. Graça, de son côté, perçoit en Mandela non pas le mythe, mais l'homme, un homme fatigué, mais toujours animé par une foi inébranlable en la justice. Pendant les mois qui suivent, leur relation évolue discrètement. Ils échangent des lettres, partagent des dîners loin des regards indiscrets. Mandela, connu pour son humour malicieux, taquine Graça sur son sérieux de ministre. Graça, avec son rire chaleureux, lui répond par des anecdotes sur ses années au Mozambique. Ces moments, simples et intimes, posent les bases d'une amitié profonde. Lorsque les rumeurs de leur relation commencent à circuler, le monde est pris de court. Mandela, âgé de près de 80 ans, et Graça, de 27 ans sa cadette, semblent à première vue un couple improbable. Certains y voient une alliance stratégique, d'autres une convenance entre deux figures publiques. Les critiques fusent, mais Mandela et Graça restent imperturbables. Ils savent ce que leur lien représente, un refuge dans un monde qui les a souvent réduits à des symboles. Le 18 juillet 1998, jour de son 80e anniversaire, Nelson Mandela épouse Graça Machel dans une cérémonie privée à Johannesburg. L'événement, entouré de proches et d'amis, contraste avec la frénésie médiatique qui s'empare du monde extérieur. Pour Mandela, ce mariage marque une nouvelle étape de sa vie. Après des décennies de lutte, de prison et de solitude, il trouve en Graça une partenaire qui lui offre stabilité, tendresse et une égalité intellectuelle. Graça, de son côté, découvre en Mandela un homme qui, malgré sa stature mondiale, la traite comme son égal, respectant son indépendance et son héritage. Leur vie commune est marquée par une simplicité touchante. À la maison, Mandela n'est pas le héros intouchable. Il est l'homme qui laisse ses chaussettes traîner, qui insiste pour lire le journal à voix haute malgré sa vue déclinante, qui taquine Graça sur sa cuisine mozambicaine. Graça, avec patience et humour, le rappelle à l'ordre lorsqu'il refuse de porter ses appareils auditifs.
Ces moments, loin des caméras, révèlent une dynamique de couple ancrée dans le respect mutuel et une affection profonde. Mais leur vie n'est pas exempte de défis. Mandela porte les cicatrices de ses années en prison. Les nuits où le sommeil le fuit, il est hanté par les souvenirs de camarades disparus et par le poids des décisions prises en tant que leader. Graça, elle, doit naviguer entre son rôle de compagne et son engagement humanitaire. Elle refuse de se laisser définir uniquement comme l'épouse de Mandela. Elle continue de diriger des fondations, de présider des comités internationaux et de militer pour les droits des femmes et des enfants. Au début des années 2000, la santé de Mandela commence à décliner. Les années de travaux forcés en prison ont laissé des séquelles irréversibles. Graça devient non seulement sa compagne, mais aussi son aidante. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 à Johannesburg, le monde entier la voit soutenir doucement son bras, guidant cet homme autrefois indomptable. Ce geste, simple mais poignant, incarne leur lien, un amour pratique, ancré dans le soutien mutuel. En privé, Graça confie la douleur de voir l'étincelle de Mandela s'éteindre. Cet esprit, cette lumière, vous la voyez s'affaiblir, dit-elle lors d'une interview en 2009. Elle lutte pour équilibrer son rôle de partenaire avec le besoin de préserver la dignité de Mandela, qui résiste souvent à l'aide médicale. Ces années sont marquées par une intimité douce amère, où les rires partagés côtoient les moments de silence lourd. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint à l'âge de 95 ans, chez lui, à Johannesburg. Sa mort, causée officiellement par une pneumonie, plonge le monde dans le deuil. Des chefs d'État affluent, des hommages affluent, et la mémoire de Mandela est célébrée comme celle d'un saint laïque. Mais pour Graça, le chagrin est profondément personnel. Elle se tient auprès de son cercueil, digne mais silencieuse, tandis que le monde rivalise d'éloquence pour honorer son mari. Pour elle, Mandela n'était pas seulement le symbole de la réconciliation, mais l'homme qui l'embrassait le soir, qui riait de ses blagues maladroites, qui griffonnait des mots d'amour. Après les funérailles, Graça se retire de la vie publique. Le monde la réduit souvent au rôle de « veuve de Mandela », mais elle refuse cette étiquette. Pendant des années, elle reste silencieuse, faisant son deuil loin des projecteurs. Lorsqu'elle commence à parler, c'est pour rétablir une vérité essentielle. Mandela n'était pas parfait. Il doutait, il luttait, il portait des regrets. En le décrivant ainsi, elle ne cherche pas à le diminuer, mais à le rendre plus humain, plus accessible. Si nous voyons nos héros comme des saints, nous cessons de croire en notre propre pouvoir, dira-t-elle plus tard. Graça Machel refuse catégoriquement de se laisser définir par les hommes qu'elle a aimés, qu'il s'agisse de Samora Machel, premier président du Mozambique, ou de Nelson Mandela, icône mondiale de la réconciliation. Après la mort de Mandela en 2013, elle aurait pu choisir de se retirer dans l'ombre, de porter le deuil en silence comme le monde l'attendait peut-être d'une « veuve de légende ». Mais Graça, fidèle à son tempérament de combattante, redouble d'énergie pour poursuivre son œuvre. À 68 ans, elle se réinvente, non pas comme la gardienne d'un héritage conjugal, mais comme une force autonome, une femme d'État dont la voix résonne sur la scène mondiale. Son engagement, ancré dans des décennies de lutte pour l'éducation, l'égalité des sexes et les droits humains, prend une nouvelle ampleur à travers des initiatives audacieuses et visionnaires. Le Graça Machel Trust, fondé en 2010, devient le fer de lance de son action. Cette organisation, qu'elle dirige avec une détermination inébranlable, se consacre à amplifier les voix des femmes et des enfants à travers l'Afrique. Graça comprend que l'autonomisation économique est une clé essentielle pour briser les cycles de pauvreté et d'oppression. À travers le Trust, elle crée des réseaux de femmes entrepreneurs africaines, offrant des formations, des financements et des opportunités de mentorat. Lors d'un sommet à Nairobi en 2015, elle raconte l'histoire d'une jeune entrepreneure rwandaise qui, grâce au soutien du Trust, a transformé une petite coopérative agricole en une entreprise exportatrice employant des dizaines de femmes. Ce n'est pas seulement une question d'argent, explique Graça, c'est une question de dignité. Quand une femme gagne sa place dans l'économie, elle gagne sa voix dans la société. Son plaidoyer pour la santé maternelle et infantile est tout aussi passionné. Ayant elle-même été mère dans des contextes de guerre et de deuil, Graça sait que la survie des mères et des enfants est le socle d'une société stable. Elle s'associe à des organisations internationales comme l'UNICEF et l'OMS pour promouvoir l'accès aux soins prénataux et à l'éducation sanitaire dans les zones rurales africaines. Lors d'une conférence à Addis Abeba en 2016, elle interpelle les dirigeants mondiaux, « Nous ne pouvons pas parler de développement si nos mères meurent en donnant la vie. Chaque décès maternel est une tragédie évitable, un échec collectif. » Ces mots,
prononcée avec une autorité tranquille, galvanise les efforts pour réduire la mortalité maternelle, un domaine où elle laisse une empreinte indélébile. Graça s'engage également dans la lutte contre le changement climatique, un défi qu'elle considère comme intimement lié à la justice sociale. Elle avertit que les jeunes Africains, souvent exclus des débats mondiaux, sont les premiers touchés par les sécheresses, les inondations et les crises alimentaires. En 2019, lors d'un forum de la jeunesse à Kigali, elle déclare « Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le présent. Si nous ne les incluons pas dans les solutions climatiques, nous hypothéquons leur avenir. » Elle milite pour que l'aide internationale ne soit pas détournée de l'éducation et de la santé vers des mesures d'adaptation climatique, mais plutôt intégrée dans une vision holistique qui place les jeunes au centre. Cette position, audacieuse et parfois controversée, reflète sa capacité à anticiper les enjeux de demain tout en restant ancrée dans les réalités du terrain. En 2018, Graça monte sur scène lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, un événement marquant le centenaire de la naissance de Mandela. Aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa et de l'ancien président américain Barack Obama, elle écoute Obama évoquer la capacité de Mandela à infléchir l'arc de l'histoire. Son visage, marqué par une dignité sereine, cache une compréhension intime que peu partagent. Elle seule a connu l'homme derrière le mythe, celui qui, dans l'intimité, doutait de ses choix, riait de ses propres maladresses et cherchait réconfort dans les moments de fatigue. Lorsqu'elle prend la parole, elle ne parle pas seulement de Mandela, mais de l'Afrique qu'il rêvait de voir, une Afrique où chaque individu, homme ou femme, riche ou pauvre, aurait la chance de réaliser son potentiel. Nelson nous a appris que la liberté n'est pas un cadeau, mais une responsabilité, dit-elle, sa voix empreinte d'une conviction tranquille. C'est à nous de la construire, chaque jour. Graça ne se contente pas de préserver l'héritage de Mandela, elle le transcende. En tant que cofondatrice de The Elder, un groupe de leaders mondiaux créé en 2007 avec Mandela et Desmond Tutu, elle s'attaque aux crises globales, du conflit au Moyen-Orient à la lutte contre le mariage des enfants. Son leadership dans cette organisation montre sa capacité à naviguer entre les sphères locales et globales, toujours avec une clarté de vision. À 70 ans passés, elle continue de voyager à travers le continent, rencontrant des jeunes activistes, des chefs communautaires et des femmes entrepreneurs. Lors d'une visite dans un camp de réfugiés au Soudan du Sud en 2020, elle passe des heures à écouter les histoires de femmes déplacées, prenant des notes avec une attention minutieuse. Leur résilience me rappelle la mienne, qu'ont fait-elle plus tard? Elle me rappelle pourquoi je ne m'arrêterai jamais. Son engagement ne se limite pas à l'action. Graça est une mentor, une inspiratrice pour une nouvelle génération de leaders africains. Elle leur répète souvent, trouvez votre voie et ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ces mots, qu'elle incarne dans chaque facette de sa vie, résonnent particulièrement pour les jeunes femmes qu'elle encadre. Elle leur raconte ses propres luttes, grandir orpheline, naviguer dans un monde colonial hostile, perdre deux maris emblématiques non pas pour susciter la pitié, mais pour montrer que la résilience est forgée dans l'adversité. Son message est clair, la grandeur ne vient pas des titres ou des associations, mais de la persévérance et de l'authenticité. L'héritage de Graça Machel est celui d'une femme qui a transformé l'éducation au Mozambique, donné une voix aux enfants victimes de conflits, et redéfini ce que signifie être une femme d'État. Elle n'est pas seulement la première dame de deux nations, mais une architecte du changement, une figure dont l'impact dépasse les frontières et les générations. En refusant de se laisser réduire à l'épouse de géants, elle affirme une vérité puissante. Une femme peut aimer profondément, soutenir sans faille, et pourtant tracer son propre chemin. L'histoire de Nelson Mandela et Graça Machel transcende la simple romance. C'est un puissant témoignage de la résilience humaine, une ode à la capacité de trouver amour et sens au cœur des moments les plus sombres. Graça, en dévoilant l'humanité de Mandela, ses doutes, ses rires, ses faiblesses, nous offre une leçon précieuse. La grandeur ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans le courage de persévérer malgré eux. En refusant de se laisser réduire à l'ombre de Mandela, elle revendique sa place dans l'histoire comme femme d'État, éducatrice, militante et voix pour les sans-voix. Leur histoire nous rappelle que les héros ne sont pas des statues intouchables, mais des êtres humains qui, comme nous, affrontent des luttes intimes et des incertitudes. Cette vérité rend leur héritage universel. Elle nous invite à regarder nos propres failles non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins vers l'action. Graça, en honorant Mandela tout en affirmant son propre parcours, nous montre que chacun, à sa manière, peut façonner un avenir plus juste.
Voir nos héros comme des êtres humains les rend plus inspirants. Leur imperfection nous prouve que nous aussi pouvons surmonter nos faiblesses pour laisser une marque dans le monde. Que nous soyons confrontés à des défis personnels ou à des injustices globales, leur exemple nous pousse à agir avec courage et compassion. Que pensez-vous? Comment l'humanité des héros vous inspire-t-elle dans votre propre vie? Partagez vos réflexions et rejoignez-nous pour explorer d'autres histoires de courage, d'amour et d'humanité.